dont on a fait le 6 minutes, ainsi que quelques questions de jury. Voilà quelques propositions de développement qu'on peut trouver dans Carnet de voyage en algébrie, Nouvelle histoire hédoniste de courbes de géométrie et EuroX et NS. Alors, d'abord, un petit développement, bon, pas hyper ambitieux, mais très pertinent sur ce que veut dire le mot dualité. Nombre de familles libres à m éléments dans Kn, je suppose que K est un corps de cardinal Q, fini, versus le nombre de familles génératrices, cette fois-ci à n éléments dans Km. Vous voyez cet échange, donc voilà, ça sent beaucoup la dualité. En fait, ce nombre, là ici, c'est la même chose. Voilà. Il y a une égalité. Voilà. Alors, quelle est l'idée? Bon, ce que je proposerais dans le développement pour montrer l'égalité, d'abord, bon, combien y a-t-il de familles libres à m éléments dans Kn? Voilà. Donc là, on commence par calculer ce nombre n, indice nm, nombre de familles libres, d'accord? Et le théorème fondamental de l'algèbre linéaire nous les relie à des applications linéaires injectives. Et bien de quoi vers quoi? Ben de Km vers Kn. Voilà. Puis c'est là qu'on appuie sur le bouton dualité et qu'on va avoir des applications linéaires surjectives, cette fois-ci de Km vers Kn. Et comment? Ben, on a U donne U transposé. Donc il faut montrer évidemment que le noyau de U, quand vous prenez son orthogonale pour la dualité, c'est l'image de la transposée de U. Ce qui fera que quand on prend le noyau de U, comme c'est injectif, ça fait 0. Vous prenez l'orthogonale, ça fait l'espace tout entier. Donc l'image, on va avoir quelque chose de surjectif. En partant de quelque chose d'injectif, on arrive à quelque chose de surjectif. Voilà. On réapplique le théorème fondamental de l'algèbre linéaire pour mettre ceci en relation avec les familles génératrices, mais cette fois-ci à n éléments, donc à n. Et on prend les cardinaux pour avoir une égalité avec n de mn génératrices. Voilà. Je le trouve assez... C'est une jolie suite de bijections qui sont très élégantes et bon, qui peuvent donner lieu à un petit développement. C'est pas très difficile, mais c'est pertinent. Dans un hyperplan de Mn de K, deuxième développement qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrie, on peut trouver une matrice de rang R pour tout R. Donc vous prenez un R quelconque, alors bien sûr R entre 0 et n, il faut un R raisonnable, mais on peut trouver une matrice de rang R dans un hyperplan donné. Voilà. Alors, l'idée, et ça c'est une idée à développer, j'en avais pas parlé dans le 6 minutes, puis parce que je pensais en parler ici, c'est que on a la trace ici qui fournit une forme bilinéaire symétrique, trace de AB. Donc il y a AB, donc sur Mn de K, donne trace de AB. C'est évidemment linéaire à gauche, linéaire à droite, c'est symétrique parce que trace de AB est égale à trace de BA, et donc, oui, on va avoir une forme bilinéaire, donc un morphisme qui a A donne trace de A truc, et ce morphisme, il va mettre en relation Mn de K et son dual. Voilà. Ça, c'est l'application qui a M donne trace de AM. Donc, c'est une forme linéaire. Et en fait, on montre que cette forme bilinéaire est non dégénérée. Donc, on a un isomorphisme ici. Et comment on interprète un hyperplan? Un hyperplan, c'est le noyau
d'une forme linéaire, a priori non nulle, même si là on ne s'en sert pas. Donc en fait, par ce biais, il suffit de trouver, donc on récupère une matrice A, et il faut trouver un M qui est de certains rangs R, tel que trace de AM est égale à 0, avec M de rang R, où R est fixé. Et là, on applique le théorème du rang à A, qui fait que c'est équivalent à la matrice IR avec R1 sur la diagonale, et on travaille là-dessus. C'est pareil pour la matrice orthogonale, où A, on va prendre sa décomposition polaire. Attention, c'est une décomposition polaire de matrice qui n'est pas forcément inversible. Hein, donc il y a un petit twist dans la décomposition polaire. Voilà. Troisième développement. Alors celui-ci, il est dans Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométrie. On a eu un endomorphisme sur un corps K quelconque, et X, il se trouve qu'il y a un théorème qui dit que ce X existe, tel que le polynôme minimal de U local en X est égal au polynôme minimal de U. Qu'est-ce que c'est que mu U? Mu U, c'est l'unique polynôme minimal pour la divisibilité, unitaire, tel que P de U égale 0. Lui, c'est la même chose, mais ce n'est pas P de U égale 0, c'est P de U de X, qui est égal à 0. Et le P de U, ici, c'était l'endomorphisme nul, le P de U de X, c'est le vecteur nul. Voilà. Et on sait, on sait l'existence. Bon, on l'admet parce que quand même, sinon, ça ferait peut-être un peu trop dans un développement de 15 minutes de montrer, et surtout, ce serait déconnecté du monde des formes linéaires. Alors, quand on a ce X, on va avoir le plus petit sous-espace U stable engendré par X. En fait, qu'est-ce que c'est que ce plus petit sous-espace U stable engendré par X? Il est engendré par U de X, si U de X ici est libre avec X, jusqu'à U d-1 de X, et on va prendre des minimales telles que ceci soit une partie libre. Et on arrive à montrer que ça, c'est bien le plus petit, ce sous-espace-là, par minimalité de D. D'accord ? Ça veut dire que quand on va rajouter UD de X, ce sera une partie liée. C'est bien un sous-espace U stable, et c'est forcément le plus petit. Eh bien, ce sous-espace, parce qu'on a choisi X comme ceci, va admettre un supplémentaire stable. Alors bon, bien sûr, je ne vous fais pas la pub pour ce théorème, c'est énorme, c'est le lemme de base, on pourrait l'appeler le lemme de Frobenius, parce que c'est le lemme de base qui permet de construire la fameuse décomposition de Frobenius, qui est un théorème profond, qui est un des théorèmes les plus profonds dans la réduction. Et donc, ça nous permet d'avoir un sous-espace stable. Un sous-espace stable, ça se voit parce que matriciellement, vous avez ici un 0, mais en général, on a un supplémentaire non stable. Les supplémentaires sont non stables. Alors que là, on est sûr d'avoir un supplémentaire stable, c'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir une étoile, on a 0. D'accord ? Donc vraiment, au niveau de la décomposition, on assure un maximum de 0 dans la matrice. Voilà. Alors, quelle est l'idée et en quoi c'est relié aux formes linéaires? C'est que la preuve consiste à utiliser une forme linéaire importante et consiste à travailler, c'est-à-dire que ce sous-espace ici stable va être l'orthogonale d'un sous-espace qu'on va construire dans le dual. Voilà. Alors, quel sous-espace? Je peux vous le dire. Ici, on a E1, on a une base E1, E2 jusqu'à ED, ici, d'accord? Et on peut comme c'est une famille libre, on peut la prolonger jusqu'à EN, hein, on la complète en une base,
Et on va regarder phi égale ED étoile. On va regarder les images itérées par U transposé de ED étoile. Et il se trouve, là ça devient intéressant, c'est que on va obtenir une famille libre. Voilà. En plus, elle engendre un sous-espace U stable, U transposé stable, d'accord. Et ça, ça va être intéressant que ça engendre un sous-espace U transposé stable, parce que son orthogonale, donc si ça, on l'appelle phi, ben, si on pose f égale phi orthogonale, donc c'est plutôt l'anté-orthogonale pour certains, donc si on regarde cette orthogonale, ben, f va être un sous-espace U stable, parce que là c'était U transposé stable, et du coup f va être U stable, et on peut montrer qu'il est en somme directe avec le sous-espace de départ ici. Bon, ce développement est consistant, il est profond, et il n'est pas si difficile, il est plus profond que difficile. Ce qu'il y a, c'est que quand on attaque ça, il vaut mieux connaître un peu la décomposition de Frobenius. En fait, ce sont ces développements qui font partie d'un tout dont on va s'intéresser parce que ce sont des lemmes fondamentaux dans un certain contexte, mais c'est bien de connaître un petit peu le contexte, c'est-à-dire le théorème de décomposition de Frobenius avec son unicité, même si on ne connaît pas les preuves. L'unicité de la preuve dans le théorème de décomposition de Frobenius est assez difficile. Donc voilà, je ne vous conseille pas d'aller jusque-là, mais cette partie-là est sympathique et tout à fait pertinente dans cette leçon. Alors, dernier développement, on a ON de R, donc le groupe orthogonal, et on regarde son enveloppe convexe. Bon. Alors, vous devez peut-être savoir qu'il y a un théorème de Kara-Théodory qui assure que cette enveloppe convexe, comme ON est un groupe compact, en fait, elle est un ensemble compact, alors l'enveloppe convexe va rester compacte. Eh bien, c'est exactement, on peut le déterminer, c'est la boule B, qui est la boule fermée de centre 0 et de rayon 1, 0 la matrice nulle, c'est la boule fermée de Mn de R pour la norme subordonnée N2, la norme subordonnée à la norme 2, à la norme quadratique de Rn. Voilà. Alors, bon, comment on fait? D'abord, en gros, ON, c'est constitué d'éléments de norme 1 pour N2, puisque c'est exactement la conservation de la norme 2, la norme quadratique de ON, qui fait que ça va être constitué d'éléments de norme 1. Donc on a une inclusion de ON dans B. Comme B est une boule pour une norme, elle est convexe. Donc on a déjà une inclusion qui est assez claire. Alors pour l'inclusion inverse, on va partir d'un M dans B et on va supposer que M n'appartient pas à conv de ON, et du coup on va pouvoir le projeter donc sur un convexe. On a une unicité de la projection sur un convexe, d'accord, sur ce convexe là, et là ça c'est un certain N. Alors là on le projette pour la norme 2, la norme quadratique, la norme quadratique. Alors on sait, c'est vendu avec, pour cette projection. Eh bien, bon, je vous rappelle, c'est une projection pour un produit scalaire, pour une norme qui provient d'un produit scalaire. Et donc, c'est vendu avec que quel que soit V dans l'enveloppe convexe de ON, eh bien, M moins N, V moins N, donc ça c'est le produit scalaire, est inférieur à 0. C'est quelque chose que vous pouvez voir avec un petit dessin, que si vous avez M là, ça c'est votre convexe, là, d'accord? Et ici c'est votre projection sur N. Vous allez avoir, quel que soit V dans le convexe, ici vous allez avoir en gros un angle obtus, d'accord? Ce qui va faire cette négativité ici.
Alors maintenant, l'idée, c'est de regarder ça, ce produit scalaire, comme une trace. Et c'est là qu'intervient vraiment la forme linéaire trace. Alors, c'est intéressant de remarquer, donc c'est une trace de quoi? Ça, c'est la trace de m-n transposé fois v-n. Voilà, pour la norme 2. Hein. Donc ça c'est égal à trace de m-n transposé fois v-n. Voilà, et c'est ça qui va être négatif. Et là, on va jouer un petit peu comme dans ce développement-là, avec le fait que la trace de AB est égale à la trace de BA. D'ailleurs, c'est intéressant de démontrer que la trace, elle est unique à scalaire près, à vérifier justement cette propriété que trace de AB égale trace de BA. Parce que là, on va s'en servir énormément pour trouver une contradiction en appliquant à cette matrice A, eh bien, la décomposition polaire. Voilà. On peut rajouter d'ailleurs, entre parenthèses, pour la culture, que si ON, son enveloppe convexe, c'est B, on peut caractériser ON dans B parce que c'est exactement, ON est exactement l'ensemble des points extrémaux de B. Voilà. Ça fait quelque chose de très très joli qu'on peut trouver dans OROX et NS. Je proposerai d'ailleurs bientôt sur la chaîne la preuve complète de ce résultat en ajoutant le fait que ON est l'ensemble des points extrémaux de B parce que bon, autant les autres sont déjà sur la chaîne, autant celle-ci manque cruellement. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là et je vous dis à bientôt.